Un samouraï était sur le point d'être décapité. La lame ennemie descendait vers son cou. À cet instant crucial, au lieu de se défendre, il resta parfaitement immobile. Folie? Abandon? Non. Le maître qui assista à la scène déclara. Aujourd'hui, j'ai vu la véritable nature de l'eau. Bienvenue dans Conte Zen. Je suis votre narrateur, et aujourd'hui je vais vous partager une histoire qui changera à jamais votre manière de comprendre l'action, l'esprit et le véritable sens de la spontanéité. C'est l'histoire vraie de Takeshi, un guerrier obsédé par la perfection, qui dut désapprendre tout ce qu'il savait pour devenir invincible. Dans les montagnes du nord du Japon, durant la période Edo, existait un dojo légendaire connu sous le nom de « la maison de l'eau immobile ». Ce n'était ni le plus grand, ni le plus célèbre. Mais les guerriers qui en sortaient possédaient quelque chose que les autres n'avaient pas, une sérénité inébranlable au cœur du chaos. Takeshi arriva en ce lieu à l'âge de 22 ans. Il était déjà considéré comme un sabreur exceptionnel. Il avait étudié auprès de 3 maîtres différents, mémorisé plus de 100 katas et pouvait réciter par cœur les textes classiques de stratégie militaire. Mais Takeshi avait un problème. Il pensait trop. À chaque combat, son esprit devenait un tourbillon. Va-t-il attaquer par la droite? Dois-je feindre un mouvement? Quelle technique sera la plus efficace? 1000 pensées en une seconde. Et bien qu'il remportât la plupart de ses duels, quelque chose en lui murmurait qu'il n'était pas encore un guerrier accompli. Lorsqu'il arriva au dojo du maître Kenzo, il se présenta avec assurance. « Maître, je suis venu perfectionner ma technique. Je souhaite apprendre vos secrets les plus avancés. » Le maître Kenzo, un homme de 70 ans dont les yeux semblaient voir à travers les âmes, l'observa en silence pendant un long moment. « Qu'est-ce qui est le plus important dans un combat ?» demanda-t-il enfin. Takeshi répondit sans hésiter. « Une stratégie parfaite, exécutée avec une précision absolue. » Le maître esquissa un léger sourire. « Alors je ne peux rien t'enseigner. Tout ce que tu sais doit d'abord disparaître. » Takeshi fronça les sourcils, déconcerté. « Je ne comprends pas, maître. J'ai consacré des années à apprendre. » Justement, l'interrompit Kenzo. « Tu as rempli ta tasse jusqu'au bord. Comment pourrais-je y verser du thé si elle est déjà pleine ?» Le maître Kenzo conduisit Takeshi près d'un ruisseau de montagne. L'eau y coulait limpide sur les rochers, descendant sans effort. « Pendant le mois à venir, déclara le maître, ton entraînement consistera à observer ce ruisseau. Rien de plus. » Takeshi n'en croyait pas ses oreilles. « Observer de l'eau ? Maître, je suis venu ici pour m'entraîner, pas pour contempler la nature. » « Tu crois que tu ne t'entraînes pas ?» répondit Kenzo en recueillant un peu d'eau dans ses mains. L'eau ne pense pas à l'endroit où elle doit aller. Elle ne doute pas lorsqu'elle doit contourner un rocher ou glisser par-dessus. Elle coule, simplement. Et pourtant, avec le temps, elle sculpte des montagnes. Mais l'eau n'a pas d'ennemi qui l'attaque, protesta Takeshi. Vraiment, dit le maître en désignant un énorme rocher au milieu du ruisseau. Ce rocher bloque le chemin de l'eau depuis 1000 ans. Et qu'a fait l'eau? Elle ne l'a pas attaqué avec colère. Elle n'a pas élaboré de stratégie complexe. Elle a simplement coulé, seconde après seconde, jour après jour. Regarde le rocher maintenant. Takeshi observa. Le rocher, autrefois massif et imposant, était lissé, presque fendu en deux par la persistance de l'eau. « Assieds-toi ici chaque matin à l'aube, » ordonna le maître. « Observe l'eau pendant 2 heures. Ne médite pas. N'analyse pas. Ne pense pas. Observe, simplement. » Ainsi commença l'entraînement le plus frustrant de la vie de Takeshi. Les premiers jours furent une torture mentale. Son esprit refusait d'observer. Il analysait les mouvements de l'eau. Comptait les ondulations. Pensait aux techniques d'épée qu'il aurait pu pratiquer à la place. Il se demandait si le maître ne se moquait pas de lui. Mais quelque chose changea durant la 2e semaine. Un matin, en observant le ruisseau, Takeshi remarqua quelque chose d'extraordinaire. L'eau ne doutait jamais. Lorsqu'elle rencontrait un obstacle, elle ne s'arrêtait pas pour réfléchir. Elle trouvait instantanément le chemin de moindre résistance.
Il n'y avait aucune séparation entre le problème et la solution. Il ne faisait qu'un. Et pour la première fois depuis des années, l'esprit de Takeshi devint silencieux. Un mois après son arrivée, un événement inattendu mit à l'épreuve tout ce que Takeshi était en train d'apprendre. Un guerrier Eren nommé Hideaki arriva au dojo. Il était connu pour sa brutalité et sa maîtrise mortelle de l'épée. Cette année-là, il avait déjà vaincu 17 adversaires, et en avait tué 3. Hideaki entra sans cérémonie ni respect. « J'ai entendu dire que vous entraînez Iside, guerrier de l'eau, dit-il avec mépris. Je suis venu prouver que l'eau s'évapore face au feu. » Le maître Kenzo resta assis, calme. Ce dojo n'accepte pas les duels sans raison. Alors je vais t'en donner une, répondit Hideaki en pointant Takeshi. Lui. Demain à midi. Si tu perds, ce dojo fermera ses portes et tu admettras que ta philosophie de l'eau n'est qu'une imposture. Avant que Takeshi ne puisse répondre, le maître Kenzo parla. Nous acceptons. Hideaki sourit, satisfait, puis s'en alla. Le cœur de Takeshi s'emballa. Il n'avait pas eu le temps de se préparer. Il ne connaissait pas le style de combat de Hideaki. Il n'avait pas manié l'épée depuis un mois. Il avait seulement observé de l'eau. Cette nuit-là, Takeshi ne dormit pas. Son esprit était envahi de stratégie, de peur et de doute. Dois-je attaquer en premier? Attendre son mouvement? Quelle technique utiliser contre quelqu'un de plus grand? Et si le maître avait ruiné mon entraînement avec toute cette philosophie de l'eau? À l'aube, les yeux rougis par la fatigue, Takeshi trouva le maître Kenzo en train de préparer le thé. « Maître, j'ai besoin de pratiquer. Donnez-moi des instructions. Hideaki est dangereux et je... » « Assieds-toi, » l'interrompit Kenzo en servant 2 tasses de thé. « Bois. » Takeshi obéit, bien que chaque fibre de son corps réclamât de l'action, un plan, une préparation. « Et dis-moi, » demanda le maître, lorsque l'eau du ruisseau rencontre un rocher. S'arrête-t-elle la veille au soir pour réfléchir à la manière de le contourner? Non, mais... Analyse-t-elle toutes les routes possibles? Maître, c'est différent. Ici, il s'agit de vie ou de mort. Kenzo hocha lentement la tête. Justement. Et c'est pour cela qu'il est encore plus important de ne pas penser. À midi, lorsque Takeshi et Hideaki se retrouvèrent face à face dans la cour du dojo, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Takeshi tenait son sabre, l'esprit encore traversé de doute. Hideaki, sûr de lui, souriait comme un prédateur face à sa proie. Le maître Kenzo donna le signal. Et à cet instant précis, Takeshi se souvint de ces paroles. Le guerrier qui pense a déjà perdu le présent. Et le présent est le seul endroit où le combat existe. Ce qui se produisit durant les 3 secondes suivantes défia tout ce que Takeshi croyait savoir sur le combat. Mais avant de vous révéler cet instant crucial, permettez-moi de partager quelque chose avec vous. À midi, lorsque Takeshi et Hideaki se firent face dans la cour du dojo, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Takeshi tenait son sabre, l'esprit encore rempli de doute. Hideaki, confiant et agressif, souriait comme un prédateur devant sa proie. Le maître Kenzo donna le signal. Et à cet instant précis, Takeshi se souvint de ces paroles. Le guerrier qui pense a déjà perdu le présent, et le présent est le seul endroit où le combat existe. Ce qui se produisit durant les 3 secondes suivantes défia tout ce que Takeshi croyait savoir sur le combat. Mais avant de vous révéler cet instant crucial, permettez-moi de partager quelque chose avec vous. Si cette histoire résonne en vous, si vous sentez que ces enseignements zen ont quelque chose d'essentiel à vous transmettre pour votre propre vie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. Chaque semaine, nous partageons des histoires comme celle-ci, d'anciennes paraboles porteuses d'une sagesse profondément pratique pour les défis modernes. Ce ne sont pas de simples récits. Ce sont des miroirs qui nous aident à voir plus clair. Et maintenant, revenons au duel qui allait changer la vie de Takeshi à jamais. Hideaki attaqua le premier, comme Takeshi s'y attendait. Un coup puissant, direct, conçu pour mettre fin au combat immédiatement. Et c'est là que tout bascula. L'esprit de Takeshi, habituellement un tourbillon d'analyse, devint soudainement vide. Il ne pensa pas à bloquer. Il ne calcula pas d'angle.
Il ne se rappela aucune technique. Il se contenta de bouger. Son corps glissa sur le côté, comme l'eau contournant un rocher. La lame de Hideaki fendit l'air à l'endroit exact où Takeshi se trouvait une fraction de seconde auparavant. Surpris par une esquive aussi fluide, Hideaki ajusta sa position et attaqua de nouveau. Cette fois, une coupe latérale, rapide et précise. Encore une fois, Takeshi ne pensa pas. Son sabre se leva, non pour bloquer frontalement, mais pour rediriger l'attaque, utilisant la force de son adversaire contre lui-même. Exactement comme l'eau utilise la gravité et la pente, sans résister, mais en s'accordant aux forces naturelles. Les spectateurs retenaient leur souffle. Hideaki, désormais frustré, lança une série d'attaques furieuses, 5, 10, 15 coups en succession rapide. Chacun d'eux aurait été mortel s'il avait touché. Et Takeshi les évita tous. Mais pas comme un guerrier exécutant des techniques mémorisées. Il se mouvait comme la fumée, comme la brise, comme l'eau. Il n'y avait aucune séparation entre voir l'attaque et y répondre. Son corps savait quoi faire, sans que l'esprit n'intervienne. Le maître Kenzo observait avec un léger sourire. Il reconnaissait ce qu'il voyait, la naissance d'un véritable guerrier. Après 2 minutes d'échange frénétique, Hideaki respirait lourdement, couvert de sueur. Takeshi, lui, semblait plus calme qu'au début du combat. « Batte-toi vraiment !» cria Hideaki, frustré. « Arrête de fuir !» Mais Takeshi ne fuyait pas. Il était devenu haut. Et alors, dans un instant que personne n'aurait pu prévoir, cela arriva. Hideaki lança son attaque la plus puissante, concentrant toute sa force dans un coup descendant qui aurait pu fendre Takeshi en deux. Et Takeshi ne fit rien. Il ne bloqua pas. Il n'esquiva pas. Il fit simplement un pas en avant, entrant dans l'espace intérieur de Hideaki avant que l'épée ne puisse prendre de la vitesse. Son propre sabre se posa doucement contre le cou de son adversaire. Le duel était terminé. Hideaki resta figé, sentant le tranchant contre sa peau, incapable de comprendre comment il avait perdu. Takeshi retira son sabre et s'inclina avec respect. « Merci pour l'enseignement, dit-il simplement. Ce soir-là, Takeshi s'assit face au maître Kenzo, tentant encore de comprendre ce qui s'était produit. « Maître, je ne comprends pas ce que j'ai fait. C'était comme si quelqu'un d'autre contrôlait mon corps. » Kenzo sourit largement. « Quelqu'un d'autre le contrôlait, en effet. Ton véritable toi. Celui qui existe avant la pensée, avant la peur, avant le doute. » Il servit le thé dans 2 tasses et poursuivit. « Pendant des années, tu as entraîné ton esprit à être rapide, à analyser, à planifier. Et cela a fait de toi un bon guerrier. Mais ton esprit, aussi rapide soit-il, ne sera jamais aussi rapide que la vie elle-même. » Il prit une gorgée de thé avant de continuer. « Chaque pensée prend du temps. Quand tu vois une attaque et que tu penses « je dois bloquer », cette pensée crée un infime retard. Puis tu penses « comment dois-je bloquer ?» un autre retard. Puis, cette technique va-t-elle fonctionner, encore un. Pendant ce temps-là, un guerrier qui ne pense pas s'est déjà déplacé 3 fois. Takeshi hocha lentement la tête, commençant à comprendre. Alors, tout mon entraînement précédent était inutile? Non, répondit Kenzo avec fermeté. Tout cet entraînement est désormais dans ton corps, dans tes muscles, dans tes réflexes. Tu n'as pas besoin d'y penser, car il fait déjà partie de toi. Le problème, c'est que ton esprit ne faisait pas confiance à cette mémoire corporelle. Il insistait pour superviser chaque mouvement. Le maître se leva et marcha vers la fenêtre, où la lune éclairait le jardin. La véritable maîtrise apparaît lorsque la connaissance passe de l'esprit au corps, puis au-delà du corps, jusqu'à devenir aussi naturelle que la respiration. Tu ne penses pas à respirer. Tu respires, simplement. Mais maître, demanda Takeshi, comment peut-on vivre ainsi tout le temps? Au combat, c'était possible, mais dans la vie quotidienne. Kenzo se tourna vers lui, le regard profond. Ah, mais c'est là le véritable secret. Il ne s'agit pas seulement du combat. Il s'agit de toute la vie. Dans les semaines qui suivirent, le maître Kenzo montra à Takeshi comment le principe des « agir sans penser » s'appliquait à chaque aspect de l'existence. Un matin,
alors qu'il travaillait dans le jardin, Kenzo lui demanda. As-tu déjà remarqué que tes meilleures conversations sont celles où tu ne prépares pas ce que tu vas dire? Takeshi réfléchit. C'était vrai. Lorsqu'il parlait spontanément, depuis le cœur, ses paroles coulaient naturellement. Mais lorsqu'il préparait ses phrases, il sonnait forcé, artificiel. C'est la même chose, expliqua le maître. Quand tu laisses les mots couler sans l'interférence de l'esprit calculateur, ils expriment ta véritable nature. Ils sont authentiques. Un autre jour, ils observèrent un enfant jouer dans le village voisin. L'enfant sautait dans les flaques après la pluie, totalement absorbé par le jeu, riant sans raison apparente. « Regarde, dit Kenzo. Cet enfant ne pense pas, maintenant je vais m'amuser, ou, devrais-je sauter dans cette flaque ou dans l'autre? Il est simplement dans l'instant. Voilà l'esprit sans pensée. Nous, les adultes, avons tout compliqué. Nous pensons à penser. Nous nous inquiétons de nous inquiéter. Nous planifions notre plaisir, ce qui est absurde. Comment peut-on planifier la spontanéité? Takeshi commença à remarquer ce schéma partout. Lorsqu'il aidait à cuisiner sans penser aux instructions, la nourriture était meilleure. Lorsqu'il marchait en montagne sans planifier son itinéraire, il découvrait les endroits les plus beaux. Lorsqu'il pratiquait la calligraphie sans réfléchir à chaque trait, ses caractères prenaient vie. Maître, demanda un jour Takeshi, alors, ne devons-nous jamais planifier? Ne devons-nous jamais penser? Kenzo laissa échapper un léger rire. Ce serait une interprétation maladroite. La pensée a sa place. Lorsque tu dois résoudre un problème complexe, lorsque tu prends une décision importante qui affectera ton avenir, utilise ton esprit. L'intelligence est un don. Mais ne confonds pas penser avec t'inquiéter. Ne confonds pas planifier avec t'obséder. Et surtout, ne laisse jamais la pensée interférer avec le fait de vivre. Il s'assit sur un banc du jardin et poursuivit. L'erreur de la plupart des gens est qu'ils vivent dans leur tête. Ils pensent sans cesse au passé ou au futur. Pourquoi ai-je dit cela hier? Ou que se passera-t-il demain si? Pendant ce temps, la vraie vie est le seul moment qui existe réellement passe inaperçu. Takeshi sentit quelque chose de profond résonner en lui. Alors, agir sans penser ne signifie pas agir sans sagesse? Exactement, confirma Kenzo. Cela signifie agir depuis un lieu plus profond que la pensée superficielle. Depuis l'intuition. Depuis une connaissance qui habite tout ton être, pas seulement ta tête. C'est comme apprendre à monter à cheval. Au début, tu penses à chaque mouvement. Comment tenir les rênes? Comment garder l'équilibre? Comment coordonner tes jambes? Mais lorsque tu as réellement appris, tout cela disparaît. Toi et le cheval ne faites plus qu'un. Tu ne penses plus, maintenant je dois faire ceci. Tu le fais, simplement. L'histoire du samouraï Takeshi nous rappelle que la véritable maîtrise, dans n'importe quel domaine de la vie, ne vient pas de l'accumulation de connaissances, mais du fait de permettre à ce savoir de s'intégrer si profondément que nous n'avons plus besoin d'y penser. Si ces enseignements vous aident à voir votre vie avec un regard nouveau, je vous invite à faire partie de notre communauté. Abonnez-vous à Compte Zen, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous construisons un espace où la sagesse ancienne éclaire les défis modernes. Et maintenant, laissez-moi vous raconter le moment le plus important dans la transformation de Takeshi. 3 ans après son arrivée au dojo, Takeshi était devenu l'un des instructeurs les plus respectés. Il enseignait à son tour ce qu'il avait appris. La voie de l'eau. L'action sans penser. Mais le maître Kenzo savait qu'il manquait encore une dernière leçon. Une nuit, alors que tous dormaient, Kenzo entra silencieusement dans la chambre de Takeshi, son sabre dégainé. Il s'approcha comme une ombre et attaqua. Takeshi, profondément endormi, ouvrit les yeux au moment précis où la lame descendait vers lui. Sans le temps de penser. Sans le temps de planifier. Son corps roula simplement sur le côté. La lame du maître s'arrêta à quelques centimètres du sol. Takeshi se redressa, le cœur battant, totalement désorienté. « Maître? Qu'est-ce que » Kenzo rengaina son sabre et sourit largement. «
Félicitations. Tu l'as enfin appris. A appris quoi? Demanda Takeshi, encore troublé. La réponse sans penser, même depuis le sommeil. Quand j'ai attaqué, tu n'as pas eu le temps de penser. Le maître m'attaque, je dois me défendre. Ton corps a simplement répondu. Voilà la véritable nature de l'eau. Répondre parfaitement, sans délibération. Il s'assit près de Takeshi et expliqua. Il existe des niveaux de maîtrise. Le premier est l'incompétence inconsciente, tu ne sais pas, et tu ne sais pas que tu ne sais pas. Le deuxième est l'incompétence consciente, tu réalises ce que tu ignores. Le troisième est la compétence consciente, tu sais faire, mais tu dois y penser. Le quatrième niveau le plus élevé est la compétence inconsciente, tu sais faire sans penser, même sans être pleinement conscient. Mais aujourd'hui, tu as atteint ce niveau. Les larmes montèrent aux yeux de Takeshi. Non pas des larmes de tristesse, mais la reconnaissance profonde de quelque chose qu'il avait cherché toute sa vie sans le savoir. Maître, cela signifie-t-il que mon entraînement est terminé? Kenzo rit doucement. L'entraînement ne se termine jamais. Mais ton apprentissage en tant qu'élève est achevé. Désormais, tu es un maître qui continuera d'apprendre toute sa vie. Il se leva pour partir, puis s'arrêta sur le seuil. Souviens-toi, ce que tu as appris ici n'est pas une technique de combat. C'est une manière de vivre. Applique-la à tout. Quand tu parles à quelqu'un. Quand tu prends des décisions. Quand tu fais face aux défis. Ne pense pas excessivement. Fais confiance à cette sagesse plus profonde dont tu sais maintenant qu'elle existe. Le fleuve ne se soucie pas d'atteindre l'océan. Il coule simplement. Et pourtant, il y arrive toujours. Chers amis, l'histoire de Takeshi est bien plus qu'une ancienne parabole. C'est un miroir dans lequel nous pouvons nous reconnaître. Combien de fois restons-nous paralysés par l'excès d'analyse? Combien d'opportunités manquons-nous parce que nous pensons trop au lieu d'agir? Combien de moments précieux s'échappent parce que notre esprit est occupé à juger, comparer, s'inquiéter? Agir sans penser ne signifie pas être impulsif ou irresponsable. Cela signifie faire confiance à la sagesse que vous possédez déjà. Cela signifie permettre à vos années d'expérience, à votre intuition, à votre nature profonde, de s'exprimer sans l'interférence constante de l'ego qui doute et qui a peur. Réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous pris une décision, rationnelle, qui s'est révélée mauvaise, alors que votre intuition vous soufflait autre chose? Combien de fois avez-vous suranalysé une situation jusqu'à l'immobilité, alors que ce qu'il fallait, c'était simplement agir? Le maître Zen Charyu Suzuki a dit. Dans l'esprit du débutant, il y a de nombreuses possibilités. Dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. Il parlait de cela. Lorsque nous croyons savoir trop de choses, notre esprit se ferme. Il juge le nouveau à travers l'ancien. Mais lorsque nous vidons la tasse, lorsque nous lâchons ce besoin de tout contrôler et de penser chaque étape, nous nous ouvrons à la réponse spontanée et parfaite qui naît du moment lui-même. La vie est comme un duel. Les moments importants surgissent rapidement. Il n'y a pas de temps pour des comités mentaux, ni pour débattre intérieurement de chaque option. Le parent qui sauve son enfant ne pense pas. L'artiste, dans son moment de grâce, n'analyse pas chaque geste. L'orateur qui touche vraiment parle depuis le cœur, pas depuis un script mémorisé. Voici la paradoxe. Plus tu fais confiance au non-pensé, plus tu agis avec sagesse. Alors je te laisse avec une question, mon cher ami, ma chère amie. Que se passerait-il si, juste pour aujourd'hui, tu faisais un peu plus confiance à cette connaissance silencieuse qui vit sous tes pensées? Que se passerait-il si, lors de ta prochaine conversation importante, tu laissais les mots couler sans les préparer à l'avance? Que se passerait-il si, face au prochain défi, tu agissais depuis ta certitude intérieure plutôt que depuis la peur mentale? Peut-être découvrirais-tu que tu es plus sage que tu ne le crois. Peut-être découvrirais-tu que, comme l'eau, tu sais déjà comment couler. Si ce conte a touché quelque chose en toi, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à cette chaîne pour plus d'histoires qui éclairent le chemin. Et surtout, emporte cette leçon avec toi. Fais confiance à ton fleuve intérieur. Il sait où aller. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. À très bientôt pour un nouveau conte. Namasté.